L'énigme du légionnaire Paco, sexe, mensonge et disparition, épisode 1. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'actualité de ce jeudi 1er août. Il y a également la disparition inquiétante d'une femme et de sa fille dans la région de Perpignan. Un mot de cette disparition inquiétante à Perpignan, celle d'une mère et de sa fille, respectivement âgées de 53 et 19 ans. Elles n'ont plus donné signe de vie depuis 15 jours. Des recherches sont actuellement en cours et un appel à témoins a été lancé. Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée par les enquêteurs. Que sont-elles devenues ? Alison, 19 ans, et sa mère Marie n'ont plus donné aucun signe de vie depuis le 14 juillet dernier. Été 2013. Les Français suffoquent. C'est la canicule. À Perpignan comme ailleurs, les habitants se barricadent derrière les volets de leur maison pour éviter les coups de chaud. La France vit au ralenti. Sur les écrans de télévision, tournent en boucle les beaux visages de deux femmes portées disparues depuis quelques jours. Alison Benitez et sa mère, Marie-Josée. D'intenses recherches sont menées. C'est le début d'un long feuilleton judiciaire dont la fin n'est pas encore écrite. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Peu de temps après la disparition de la mère et de sa fille, Francisco Benitez, respectivement le mari et père des deux disparus, se donne la mort sur son lieu de travail. Il se pend dans la caserne Joffre de Perpignan. Le légionnaire d'origine espagnole a-t-il tué son enfant et sa femme ? Beaucoup en sont convaincus. Mais difficile de faire parler les morts. Ce qui est sûr, c'est que l'homme laisse dans son sillage de nombreuses maîtresses et d'autres femmes mystérieusement disparues. Paco, comme on le surnommait, séduisant et sympathique, était-il en réalité un dangereux psychopathe ? Un homme au double visage. Pour m'accompagner, dans l'épisode 2, 3 et 4 de cette saison, je serai avec Pauline Lallemand, à l'époque journaliste à Paris Match, qui a rencontré Francisco Benitez juste avant sa mort. Pauline est certainement l'une des reporters qui connaît le mieux les dessous de cette affaire. « 14 juillet 2013, Perpignan, à 30 km de la frontière espagnole. La saison estivale bat son plein. Les touristes sont nombreux et les plages de la région bondées. Sur son jet ski, Alison, 19 ans, est en train de tutoyer son rêve. Elle va vite, ses jambes survolent l'écume des vagues. Derrière elle, son ami cramponné à sa taille rit aux éclats. Elle s'imagine déjà sur le plateau de télévision de TF1, le soir de la finale de Miss France, répondant aux questions du présentateur Jean-Pierre Pernaut. Mais avant cela, elle doit remporter le concours de Miss Roussillon. Et elle a ses chances. Avec sa longue chevelure châtain, ses yeux noisettes, son petit nez retroussé et son corps longiligne, la jeune femme fait figure de favorite. Ce matin, elle participe à une activité dans le cadre de la préparation du concours de Miss Roussillon qui aura lieu dans quelques semaines. Les reporters de la télévision locale ont envoyé une petite équipe pour interroger les participantes. Sourire aux lèvres, casque sur la tête et combinaison nautique, Alison répond aux questions du journaliste avec une autre prétendante au titre. Son bonheur transpire à travers l'écran. Alison n'a pas hésité à mettre son job de coiffeuse entre parenthèses pour se consacrer entièrement à ce concours. Au salon de coiffure dans lequel elle travaille, elle a demandé quelques jours. Pas de problème, tout le monde est derrière elle. Ses parents les premiers. Marie-Josée et Francisco croient au potentiel de leur fille. Alison est la petite dernière de Marie-Jo, qui a eu 4 enfants avant elle, de pères différents. Francisco n'a eu qu'Alison, alors quoi qu'elle fasse, ses parents la soutiennent. Vers 11h30, l'activité ski nautique se termine. Alison et les autres participantes prétendantes au titre de Miss Roussillon déjeunent ensemble dans un restaurant de plage. Mais la jeune femme a perdu son sourire et semble soudain préoccupée. Elle ne touche presque pas à son assiette et ne participe pas aux conversations animées autour d'elle. Collée à son portable, elle échange de nombreux textos avec son père. Avant la fin du repas, elle quitte ses amis, prétextant un coup de fatigue. Elle sera plus en forme demain. Puis, elle s'engouffre dans la voiture de son père qui l'attend dehors. Mais le lendemain,
la jeune fille ne se présente pas aux activités organisées par le comité des Miss, ni le surlendemain. Impossible de la joindre. Son portable est coupé. Sur les réseaux sociaux, Alison, d'habitude si prolixe, ne publie plus rien. Ses copines du concours sont inquiètes, comme Alexandre aussi, son meilleur ami. Le jeune homme se rend rue Jean Richepin à Perpignan, au domicile d'Alison, dans l'espoir de l'y trouver. Francisco Benitez, le père de son ami, lui répond depuis son balcon. Elle n'est pas là, elle est partie avec sa mère à Toulouse. Pas d'inquiétude. Alexandre repart, à la fois rassuré et étonné. Son ami ne lui a jamais parlé d'un départ à Toulouse. Les jours passent et ni la jeune femme, ni sa mère ne réapparaissent. Lydia, la fille aînée de Marie-Josée, est aussi très inquiète. Le dernier texto qu'elle a reçu de sa mère date du 14 juillet à 17h17. Lapidaire et truffé de fautes d'orthographe, elle lui a écrit « J'ai pris une décision difficile, mais c'est mieux comme ça. Je pars à Toulouse avec Alison. Ça va être difficile au début, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu appeler. Je vous aime. Appelle papa. » Elle a tenté à plusieurs reprises de joindre sa mère et sa demi-sœur Alison, en vain. 24 juillet 2013. 10 jours qu'Alison et sa mère n'ont plus donné signe de vie. Les amis de la jeune femme sont maintenant très inquiets. Alexandre et une copine du concours de Miss Roussillon se rendent au commissariat central de Perpignan pour déclarer la disparition de leur amie. Un gradé les reçoit et leur assure prendre l'information au sérieux. Il appelle chez les Benitez, mais personne ne décroche. Alors le policier se rend lui aussi au domicile des 2 femmes disparues. Mais il n'y a personne. Il glisse un mot dans la boîte aux lettres demandant au père de famille de se présenter en urgence au commissariat. Le lendemain matin, le 25 juillet, Francisco Benitez se rend donc à l'hôtel de police avec sa belle-fille Lydia. Il décline son identité. Il a 50 ans, il est légionnaire, adjudant-chef à la caserne Joffre. Avec Lydia, il déclare eux aussi la disparition de Marie-Josée et d'Alison. S'il n'est pas venu plus tôt, explique-t-il aux policiers, c'est qu'il n'était pas inquiet. Il s'est disputé avec son épouse le dimanche 14 juillet, comme souvent ces derniers temps. Son couple bat de l'aile. Mais cette fois-ci, la tension est vraiment montée d'un cran. Marie-Josée lui a annoncé qu'elle partait s'installer à Toulouse avec Alison pour recommencer sa vie. Il en veut pour preuve cette annonce d'emploi qu'elle avait imprimée et qu'il présente aux policiers. Francisco précise que sa femme et sa fille sont partis avec leurs valises vers 17h le dimanche 14 juillet. Cet homme a l'air sincère, pensent les policiers. Alors qu'est-il arrivé à ces 2 femmes en plein cœur de l'été ? Ont-elles disparu volontairement ou quelque chose de plus grave est-il à craindre ? Chaque année en France, plus de 10 000 adultes disparaissent sans laisser de traces. Francisco a précisé aux policiers que Marie-Josée était déjà partie quelques jours au mois de juillet à la suite d'une dispute. Les enquêteurs se veulent rassurants. Elles vont revenir et ne trouvent pas utile de lancer un avis de recherche. Ils tentent quand même de joindre les 2 femmes sur leur téléphone, sans succès. Puis ils appellent les hôpitaux de la région. Peut-être que Marie-Josée et Alison Benitez ont eu un accident. Aucun établissement ne connaît ces 2 femmes. Quant à leur compte bancaire, plus aucun mouvement depuis le 14 juillet. Il faut se rendre à l'évidence, ça ne sent pas bon. Les policiers lancent enfin une alerte enlèvement 2 semaines après la disparition de 2 femmes. « 31 juillet 2013. Éric, le frère de Marie-Josée et Ghislaine, sa compagne, termine de déjeuner. La télé est allumée sur France 2, le journal défile, on parle canicule, vendange, et puis, soudain. Un mot de cette disparition inquiétante à Perpignan, celle d'une mère et de sa fille, respectivement âgées de 53 et 19 ans. Elles n'ont plus donné signe de vie depuis 15 jours. Des recherches sont actuellement en cours et un appel à témoins a été lancé. Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée par les enquêteurs. Sur l'écran, plein cadre, les visages d'Alison et de Marie-Josée, la nièce et la belle-sœur d'Éric apparaissent. Éric appelle immédiatement son beau-frère, Francisco. Au même moment, d'autres remuent ciel et terre pour tenter de retrouver Alison et sa maman. Sur les murs,
les arbres, les voiturettes électriques et les vitrines de magasins. Partout dans la ville, Alexandre et ses amis placardent des affiches avec les 2 visages des femmes disparues et le numéro vert communiqué par la police. Les commerçants jouent le jeu. Certains sont inquiets. La ville est petite. De près ou de loin, beaucoup connaissent Alison et sa mère. Ce n'était pas rare de les voir flâner dans les boutiques du centre ensemble. Au commissariat, le téléphone n'arrête plus de sonner. Nombreux sont les témoins persuadés d'avoir vu les 2 femmes. Mais après vérification, aucune piste n'est sérieuse. Francisco ne participe pas aux recherches. Il se terre chez lui, refusant tout contact avec les journalistes qui planquent jour et nuit en bas de son immeuble. Sur le terrain, l'enquête s'avère compliquée. En plein été, beaucoup de voisins des Benitez sont en vacances. Et les quelques habitants de la rue Jean Richepin, interrogés, n'ont pas vu Alison et Marie-Josée ce dimanche 14 juillet partir aux alentours de 17h avec une valise. Aucune trace non plus sur les caméras de surveillance de la ville, le jour supposé de leur départ. En revanche, certains voisins ont vu Benitez nettoyer à grandes eaux sa terrasse les jours qui ont suivi. La version du père de famille s'effrite. Au parquet de Perpignan, la disparition des 2 femmes est désormais considérée comme très inquiétante. L'enquête est confiée au SRPJ de Montpellier. « 1er août 2013. La France est écrasée par une vague de chaleur. Perpignan étouffe, le centre-ville est déserté par les touristes. 18 jours sans nouvelles de Marie-Josée et d'Alison. Benitez est entendu pour la 2e fois par les enquêteurs et il répète la même histoire. Ses relations étaient tendues avec sa femme. Il faisait chambre à part et utilisait un petit appartement de fonction à la caserne à Perpignan. Avec Marie-Jo, il était au bord de la rupture, mais Alison n'en savait rien. Inutile de la perturber avant son concours de Miss. Montpellier, quartier du Bas-Vernay, rue Jean Richepin. Les reporters font le pied de grue en bas de l'immeuble de Francisco Benitez dans l'espoir d'obtenir une déclaration, la moindre information. Pendant ce temps, les enquêteurs fouillent de fond en comble l'appartement familial. Il est plutôt bien rangé, hormis le bureau du légionnaire où s'amoncellent papiers et dossiers. Les passeports de Marie-Josée et de sa fille se trouvent au milieu du fatras. Les policiers se regardent d'un air entendu. Ce n'est pas bon signe. Personne ne part s'installer à plus de 200 km sans emporter ses papiers d'identité. Les techniciens de l'identification criminelle sont appelés en renfort. Les experts plongent l'appartement dans le noir et vaporisent le Blue Star, ce produit capable de révéler par luminescence des traces de sang, même après un nettoyage à l'eau de Javel. Des taches apparaissent un peu partout, ainsi qu'une trace de pas ensanglanté à 1,50 m de la porte du garage. À qui appartient ce sang ? De très nombreux prélèvements sont effectués. L'ordinateur d'Alison est saisi. Tous les scellés sont envoyés en laboratoire pour être analysés. Les enquêteurs repartent, laissant pour l'instant le légionnaire tranquille. Il se donne le week-end pour rassembler suffisamment d'éléments contre lui et enquêter dans le passé de cet homme. Francisco Benitez est né en 1963 à Algeciras, dans le sud de l'Espagne. À 20 ans, il déménage à Séville, puis s'engage dans la Légion étrangère, mais difficile d'en connaître les raisons, comme souvent chez les légionnaires. Le jeune homme a une très bonne réputation professionnelle et des états de service exemplaires. Il sert dans le Golfe, au Koweït et en ex-Yougoslavie. Paco, comme on le surnomme, gravit les échelons et devient adjudant-chef en charge du recrutement et des relations publiques à Perpignan, un poste emblématique. Il est un notable de la ville et il est de toutes les manifestations où la caserne doit être représentée. Francisco Benitez prend sa mission très au sérieux. C'est un homme poli, toujours impeccablement mis. Il est décrit comme une personne intègre et un bon père de famille. Très proche de sa fille unique, Alison, qu'il a eue avec Marie-Josée.
Ses frères d'armes interrogés n'ont pas grand-chose à dire de plus sur ce collègue et appliquent à la lettre l'article 2 du Code du légionnaire. Chaque légionnaire est ton frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Les enquêteurs l'ont compris, ce n'est donc pas de ce côté-ci qu'ils obtiendront des informations. Du côté de la famille, en revanche, les langues se délient plus facilement. Le portrait familial de l'adjudant-chef commence à se dessiner. L'histoire d'amour entre Francisco et Marie-Josée a débuté 20 ans plus tôt. La jeune femme est alors mère célibataire de 4 enfants qu'elle a eus avec 4 hommes différents. Elle travaille dans un bar à Champagne sur le port de Marseille. Benitez est l'un de ses clients. Il lui promet de l'aider et il se révèle un beau-père aimant pour les enfants de Marie-Josée. Il les couvre de cadeaux. Pour Lydia, l'aînée de Marie-Josée, ce bel Espagnol est l'homme providentiel qui redonne le sourire à sa mère. Alison vient agrandir la famille en mai 1994. Francisco est très proche de sa fille. Mais dans le quartier du Bas-Vernay, à Perpignan, où s'installent Marie-Josée, Paco et Alison des années après, la description faite par les voisins de Benitez est moins idyllique. Ils décrivent un homme colérique et peu sympathique. Le militaire aime l'ordre et la discipline et hausse souvent le ton. Les jeunes qui garent leur mobilette devant son garage en font souvent les frais. Plusieurs fois, les habitants de la rue ont entendu Benitez hurler pour les faire fuir. Voilà pour le portrait de l'homme, enfin, pour l'instant. « 5 août 2013. À Perpignan, la canicule est retombée, laissant la place aux orages d'été. 35 jours sans nouvelles d'Alison et de Marie-Josée. La disparition des 2 femmes et de toutes les discussions, quand l'affaire va à nouveau faire la une des journaux télévisés avec un rebondissement auquel personne ne s'attendait. Francisco Benitez s'est pendu ici, au premier étage, à la caserne où il était adjudant-chef. Il a laissé une lettre expliquant qu'il n'est pas impliqué dans la disparition de sa femme et de sa fille. Francisco Benitez a mis sa mort en scène. Au petit matin, son corps a été retrouvé pendu à la fenêtre des toilettes de la caserne Joffre. Il a pris soin de mettre son uniforme avec toutes ses médailles, Rangers aux pieds bien cirés et un foulard sombre recouvrant en partie son visage. Avant de se donner la mort, Francisco a laissé un mot au colonel de la caserne. Je vous demande s'il vous plaît de ne pas me juger, mais je suis vraiment au bout de mes forces. Souvenez-vous tout simplement du Benitez que vous connaissez. La veille de sa mort, Francisco a enregistré une vidéo dans laquelle il s'innocente, en larmes, dans la pénombre de son appartement, débraillé et mal rasé, il se dédouane de toute implication dans la disparition d'Alison. Il n'a pas un mot pour sa femme Marie-Josée. C'est Lydia, sa belle-fille, qui filme. Bonjour à tout le monde, là, je suis le papa d'Alison. Avant tout, je tiens à remercier tous ses amis et tous les gens près de nous qui se sont mobilisés pour sa recherche. Le plus dur pour nous, ça a été de lire des choses que les gens commentaient et disent sans savoir ce qui se passe dans la vie privée des gens. Là. Nous sommes une famille, toute autre famille, avec des hauts et des bas. Les gens qui me connaissent vraiment, là, ils savent très bien que pour moi, Alison, c'est ma vie. Mais ça, il y a seulement que les gens qui me connaissent qui peuvent savoir ça. Pour les enquêteurs, la mort du légionnaire est un drame. Principal suspect dans la disparition des 2 femmes, il vient d'emporter avec lui tous ses secrets. Éric, le frère de Marie-Josée, et Ghislaine, sa belle-sœur, sont sous le choc. Pourquoi n'ont-ils pas voulu y croire ? Depuis quelques jours, le couple avait quitté Mandelieu pour s'installer dans un petit hôtel du centre de Perpignan afin de soutenir Paco. La veille, en fin de journée, ils ont passé un peu de temps avec lui. Il est venu les chercher dans le hall de leur hôtel, puis les a pris dans sa voiture. Ils ne l'ont pas reconnu.
Les yeux cernés, les cheveux en bataille et mal apprêté, le beau-frère était méconnaissable. Sur la route, il a passé son temps à regarder dans son rétroviseur, persuadé d'être traqué par la police. Puis il s'est arrêté sur le parking d'un fast-food dans une zone industrielle. Il s'est effondré dans les bras de son beau-frère. Il paraissait à bout et a eu ces mots tragiques selon Eric. Il y a trop de pression, je crois que je vais faire une bêtise. Je vais prendre mon arme de service, tout le monde va y passer, et après je lui mettrai une balle dans la tête. Eric et Ghislaine lui ont remonté le moral et ont tenté de le ramener à la raison. Ils l'ont quitté plutôt rassuré. Pour eux, ce n'était que des mots. Eric, à présent, refuse de croire à la culpabilité de son beau-frère. Sa sœur et sa nièce sont toujours en vie, il en est persuadé. Alors, dans un ultime espoir, il prend à son tour la parole dans les médias. La voix étranglée par les sanglots, il supplie sa sœur de revenir. Il est au micro de France 3. Marie, où que tu sois, appelle-moi. Je suis à Perpignan, on est dans l'attente. On attend. Pauline Lallemand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors vous êtes journaliste et avez couvert pour Paris Match toute cette affaire. Vous êtes certainement la reporter qui connaît le mieux ce dossier. On vient d'entendre le frère de Marie-Josée, désespéré, il supplie sa sœur de revenir. Benitez vient de se suicider. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment? Est-ce que vous y étiez? Alors j'étais à Perpignan, mais je me souviens surtout qu'à ce moment-là, tout le monde imagine déjà que Marie-Josée et Alison sont décédées. Et là, le frère les appelle et leur demande de revenir. Donc on est dans une situation qui est assez étonnante, où tout le monde croit en une disparition volontaire de Benitez, de ses proches. Et en fait, le frère n'y croit pas. Le frère ne croit pas en la culpabilité de Benitez à ce moment-là. Mmh. C'est peut-être trop dur pour l'instant de porter ça. C'est son beau-frère et il n'a rien vu. En tout cas, comment vous vous retrouvez, Pauline, à couvrir ce fait divers? Alors, le 1er août 2013, là, il y a un appel à témoins dans Le Parisien et dans plusieurs titres de presse. Et en fait, je vois cet appel à témoins et j'alerte la rédaction de Paris Match en disant « Il y a un sujet qui pourrait être intéressant, une jeune fille candidate au titre de Miss France, au titre de Miss Roussillon, qui a disparu avec sa mère. » Et c'est cette disparition, absolument pas le père, absolument pas le côté légionnaire de l'affaire qui apportera après un ingrédient mystérieux en plus, qui m'a attirée. Et on vous dit oui, vas-y. On me dit tout de suite, il faut aller enquêter, il faut aller regarder un petit peu ce qui se passe sur place. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est un emballement médiatique assez important dès le début de l'été. On a toute la presse nationale qui s'est dépêchée sur place. Mmh. Alors, on va revenir un petit peu avant la mort de Benitez. Vous faites donc partie des journalistes qui tentent de le joindre sur son portable. Et puis finalement, après plusieurs tentatives, il vous répond. Que vous dit-il? Alors, il me répond le dimanche matin en me disant « J'ai des choses à vous donner ». Et je ne sais pas quoi. Du coup, dans la journée, j'essaye de savoir si ça va être une interview, si ça va être des photos. Et il me dit « Attendez, vers 17h, je vais vous rappeler et vous en saurez plus ». Donc vous êtes où dans une chambre d'hôtel? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? L'attente est longue, j'imagine? L'attente est extrêmement longue parce qu'il est 8h quand il m'envoie ce message en me disant qu'on va se rencontrer. Et on ne se rencontre qu'à 17h. Donc pendant ce temps-là, on attend. On rafraîchit en permanence les pages Internet, les réseaux sociaux. On rappelle tous les contacts pour savoir s'il se passe pas quelque chose pendant cette journée. Et puis finalement, il appelle en me disant « Je vous donne rendez-vous, place de la Catalogne, à quelques centaines de mètres de mon hôtel ». Alors, en effet, il vous donne rendez-vous en plein cœur de Perpignan, sur une place, vous l'avez dit, place de la Catalogne. Vous le racontez d'ailleurs très bien dans des articles parus dans Paris Match. Dans quel état d'esprit êtes-vous peu avant cette rencontre? Alors, il faut savoir que le 4 août 2013, donc on est en plein milieu de l'été à Perpignan, il fait extrêmement chaud. À 17h, pas grand monde se déplace dans les rues, donc il y a vraiment personne. C'est donc sur une place déserte que j'attends Francisco Benitez. Et là, il m'appelle et il me dit « Dirigez-vous vers un feu rouge, celui qui est juste en face de vous. Je vous y retrouve. » Et c'est en fait une voiture qui s'approche et je distingue Francisco Benitez au volant.
Et alors, comment se passe cette rencontre ? Vous rentrez dans sa voiture et que se passe-t-il ? Oui, alors en fait, il ouvre la porte passager pour que je me dirige directement dans cette voiture. Je monte et pendant quelques mètres, il va rouler. On est en silence, on ne se parle à peine. Et il va se diriger vers une ruelle où il y aura aucun passage, aucun bruit pour pouvoir faire l'interview à l'abri de toute la presse qui essayait aussi d'avoir son interview ou des policiers. Vous êtes fébrile, vous êtes en quel état d'esprit ? Parce que à ce moment-là, vous savez quand même, vous avez quelques éléments qui vous font penser que potentiellement, il a fait quelque chose de dramatique. Alors oui, l'étau se resserre déjà depuis quelques jours. Le journal du dimanche titre le même jour les silences suspects du père. Donc on savait que c'était un possible suspect. Maintenant, moi, j'avais vraiment besoin de pouvoir avoir son témoignage parce que je voulais faire son portrait dans mon article. Donc j'étais aussi très impatiente de pouvoir lui parler, de pouvoir me rendre compte un petit peu de sa sincérité ou non face à moi. Alors justement, il vous remet une clé USB, vous le racontez aussi, ça dans vos articles de Paris Match, et il y a une vidéo à l'intérieur, et il vous demande de poster sur le site de Paris Match cette vidéo qui fera bien sûr après le tour des rédactions. D'après vous, pourquoi il s'en remet à vous ? Pourquoi il vous remet à vous cette clé ? Ça, c'est difficile à dire. J'ai échangé déjà des messages depuis un petit moment avec lui, depuis mon arrivée à Perpignan, et je lui avais fait part de toutes mes informations concernant son parcours militaire, concernant ses campagnes et son grade. Peut-être que ça a joué. Je n'en sais pas plus. Maintenant, il avait aussi envie de faire une parution où il cadrait toute sa parole, donc diffuser une vidéo sur un site internet. Il avait un plan en tête déjà très précis avant de me rencontrer. Et en tout cas, il vous fait confiance. Très vite, quel est votre sentiment sur cet homme ? Alors moi, quand je le rencontre, il pleure énormément. Il est assez détruit. Il me dit qu'il est prêt à tout exploser. J'ai face à moi un homme de 50 ans qui pleure à chaudes larmes et qui ne sait plus du tout quoi faire. On a l'impression d'une bête apeurée, vraiment, devant moi. Vous avez remonté l'histoire de Francisco Benítez et on sait finalement peu de choses de lui, c'est ce que vous racontez. Il y a un petit bout de son passé en Espagne que vous redécouvrez, mais finalement pas tant que ça. Comment on l'explique ? Alors, il est rentré à l'âge de 20 ans à la Légion étrangère, donc finalement sa vie se résume à la Légion étrangère. Très peu de contact avec ses frères qui sont restés en Espagne. Ses parents n'en parlent pas. On a enquêté aussi en Espagne. On a enquêté dans son village d'enfance. Et finalement, il n'y retournait pas tant que ça. Sa vie, vraiment, c'était la Légion étrangère. Donc, vous n'arrivez pas à trouver beaucoup d'éléments sur son enfance, notamment ? Son enfance, il était dans un pensionnat catholique, une vie familiale, somme toute assez normale. Francisco Benítez est un homme calculateur. Vous allez très vite le comprendre avec cette vidéo qui met sa vie, sa mort en scène dans les moindres détails. À ce moment-là, pensez-vous qu'il a quelque chose à voir avec la disparition de sa fille et de sa femme ? Alors, à ce moment-là, évidemment qu'on y pense. C'est le suspect numéro 1 dans cette affaire. Souvent, dans les cas de disparition d'une femme et de sa fille, l'entourage est quand même privilégié. On a en tête que ça pourrait être lui. Maintenant, je ne suis pas enquêtrice et voilà. Pour moi, c'était important d'avoir son avis, encore une fois, sur l'affaire et de pouvoir faire en sorte qu'il participe à ce témoignage et à ce portrait. À Nîmes, 4 adolescents découvrent à l'écran le visage d'un homme qu'ils ont bien connu. Francisco Benítez était leur beau-père. 9 ans qu'ils n'ont pas eu de ses nouvelles. Depuis que leur mère, Simone de Oliveira, a disparu un soir de novembre 2004. Le père des enfants, Claude, alerté par sa fille aînée, appelle immédiatement le commissariat de Narbonne pour signaler les similitudes entre les deux affaires. En effet, à chaque fois, Francisco Benítez est la dernière personne à avoir vu les femmes disparues. Mais pas seulement. Le profil de Marie-Josée et Simone est étrangement similaire. La jeune Simone de Oliveira quitte Porto Grande et les rives de l'Amazone au nord du Brésil pour le sud de la France. À Nîmes, elle entame une vie de couple avec Claude, un légionnaire. Ils fondent une famille, 1, 2, 3, puis 4 enfants. Mais l'histoire d'amour se tend et le couple se sépare. Simone a 28 ans, elle trouve du travail dans un bar à hôtesse, la Coupole, fréquenté par les légionnaires de la caserne située juste à côté.
Parmi eux, Francisco Benítez, en poste au 2e régiment étranger d'infanterie. Entre le charmant espagnol et la jolie brésilienne, c'est le coup de foudre. Simone présente Paco à toute sa famille. Ses enfants l'adorent. La jeune brésilienne a fait venir son frère Luis André en France pour l'aider dans sa vie de maman. Il vit chez elle et devient donc le témoin privilégié de la relation qu'elle entretient avec Francisco. Benítez est un homme attentionné, c'est vrai, mais il n'est pas souvent là. Et pour cause, dans le village de Saint-Gilles, à 30 minutes en voiture de Nîmes, Paco est déjà le mari attentionné de Marie-Josée, beau-père de 4 enfants et père aimant d'Alison. Dans cette famille aussi, on a appris à vivre avec un homme peu présent, souvent en déplacement ou de permanence la nuit. C'est ainsi que le légionnaire articule sa double vie pendant 6 années. Une vie de mensonges où il passe tantôt Noël à Nîmes, tantôt à Saint-Gilles. Simone et Marie-Josée n'imaginent pas un instant qu'elles partagent le même homme. Cet homme, bourré de contradictions. Parfois très doux, il peut s'avérer aussi très violent, jaloux et possessif. Selon une amie de Simone, il l'aurait un jour laissé à moitié nu sur le bord d'une route après une dispute violente. En novembre 2004, Paco et Simone ont un accident de voiture. La police, arrivée sur les lieux, demande au couple de se rendre au commissariat. Francisco décline son identité, son adresse officielle, et la jeune femme découvre la terrible supercherie. Benítez est déjà marié, père d'une petite fille. Son monde s'écroule. Une dispute éclate entre Paco et Simone. Elle menace de le quitter. Elle se confie alors à son frère Luis André et à Ivana, l'une de ses sœurs qui habite également en France. Puis, les choses sont floues. Simone aurait fait une tentative de suicide. Francisco l'aurait déposée en urgence à l'hôpital, mais Simone ne reviendra jamais chez elle, abandonnant ses enfants à l'approche de Noël et laissant dans son sillage quelques cadeaux au pied d'un sapin déjà décoré. Elle aurait envoyé un simple SMS à sa sœur « Je m'en vais ». Évidemment, dans l'entourage de la mère de famille, personne n'a jamais cru à la version d'une disparition volontaire. Ivana a remué ciel et terre pour retrouver sa sœur. Un avis de recherche avait fini par être émis par la police pour tenter de la retrouver. À l'époque, Francisco Benítez avait été entendu comme simple témoin au sein même de sa caserne et non au commissariat de Nîmes. Il avait confirmé sa relation avec Simone en ajoutant qu'elle l'avait quitté avant de disparaître. 4 ans d'amour, une dispute et un simple texto « Je pars, tout est fini ». Et la police était tenue à cette version des faits. Comme pour Marie-Josée et Alison, Paco n'avait pas jugé utile de déclarer la disparition de Simone. Aucun des proches de la jeune brésilienne n'avait été interrogé. Quant à Ivana, son avis n'a jamais été pris au sérieux. Avec son mari gendarme, ils avaient bien tenté d'orienter les policiers vers la piste du légionnaire. Mais en vain, les enquêteurs leur auraient même ri au nez. Simone disparue, on en est resté là. Après tout, elle était majeure, travaillait dans un bar de nuit. Peut-être avait-elle des raisons de fuir volontairement. Son passeport restait chez elle et ses comptes bancaires à l'arrêt n'ont pas plus interpellé la police. La jeune femme n'a jamais été retrouvée. De son côté, Marie-Josée a fini par apprendre la double vie de son mari. Alors, pour se faire pardonner, savez-vous ce qu'a fait Francisco ? Il a demandé sa mutation, loin, très loin de l'Hexagone. Début 2005, juste après la disparition de Simone, il a pris le large et le voilà qui s'est envolé pour Mayotte avec Marie-Josée et Alison, un archipel au milieu de l'océan Indien. Sur l'île aux parfums, entouré d'une barrière de corail, il a demandé Marie-Josée en mariage. Retour 9 ans plus tard, à l'été 2013. Désormais, 30 enquêteurs d'une cellule spéciale sont mobilisés pour retrouver les corps d'Alison et de Marie-Josée, car les chances qu'elles soient encore vivantes sont quasi nulles. Quant à l'enquête sur la disparition de Simone de Oliveira Alves, le parquet de Nîmes a décidé de la relancer. Les similitudes entre les 3 disparitions, Simone, Marie-Josée et Alison, sont désormais évidentes.
Maintenant que Francisco Benítez est mort, les langues se délient. À la caserne, ça balance sur ce queutard invétéré qui avait toujours des bons plans pour trouver des filles d'un soir. Si Marie-Josée était bien sa femme officielle, dans l'ombre, l'homme collectionnait les conquêtes. Combien sont-elles ? À Perpignan, à Paris, en Espagne. Francisco était un prédateur passé maître dans l'art de la séduction et des liaisons dangereuses. Pour en parler, je suis toujours avec Pauline Lallemand, journaliste à l'époque pour le journal Paris Match. Francisco Benítez n'est pas resté très longtemps à Mayotte avec Marie-Josée et sa fille, 2 ans tout au plus. Et de retour en métropole, ces vieux démons sont de retour. Vous racontez, Pauline, dans votre enquête, la liaison qu'il entretient avec une certaine Brigitte, une Parisienne de 20 ans, son aînée. Comment l'a-t-il rencontrée, cette femme ? Alors, il l'a rencontrée lors d'un défilé du 14 juillet à Paris, dans les tribunes des militaires de la Légion étrangère. Donc lui, il faut dire qu'il aimait beaucoup assister aux différentes cérémonies. Il aimait se mettre en tenue couleur sable. Et cette femme qui connaît bien ce milieu-là est régulièrement invitée aussi dans des événements comme cela. Et voilà, donc elle s'est retrouvée juste dans la tribune. Il la repère et il décide que ce sera sa prochaine conquête. Proie, on peut dire. C'est ce que vous employez parfois comme terme. Et puis au printemps 2011, il y a Valérie, une autre, rencontrée sur une plage naturiste. Vous pouvez nous en dire plus sur ce personnage ? Alors, faut savoir que Francisco Benítez aimait beaucoup prendre soin de son apparence et en particulier bronzer. Il allait sur des plages et c'était aussi pour lui l'occasion de rencontrer des femmes. C'est à cette occasion qu'il rencontre cette dernière conquête avec qui il va avoir une relation pendant plusieurs années. Il l'approche vraiment par différentes étapes. Elle me racontera comment il lui laisse des lettres sur son pare-brise, comment il essaye de se rapprocher, même physiquement, petit à petit, à chaque fois qu'il la revoit. Et finalement, elle cède à ses charmes, comme chacune des femmes que j'ai pu rencontrer. Elle cède à ses charmes, mais vous dites quand même qu'elle est parfois un peu pas très à l'aise avec lui. Il y a eu plusieurs moments où elle s'est un petit peu inquiétée. Il y a eu cette fois où il l'a suivie pendant plusieurs minutes en voiture. Ou alors, après une dispute, où tout d'un coup, elle se réveille et le lendemain matin, elle découvre une ficelle et un sac plastique et elle se dit, aujourd'hui, après avoir entendu tout ce qui s'était passé autour de la disparition de Marie-Josée, de la maîtresse Francisco Benítez, que elle aurait pu faire partie de sa liste. Bien sûr. Et puis, enfin, il va y avoir Dolores. Vous allez nous en parler, mais dans l'ombre, Alison, la fille de Paco, a découvert les infidélités de son père. Elle le traque sur son portable, elle le suit en voiture jusqu'à la dispute Noël 2012. Vous le racontez également, vous pouvez nous en parler ? Oui, alors Noël 2012, Alison découvre dans le téléphone portable des messages d'une femme qui travaille dans une caserne de Perpignan. Elle récupère du coup ce numéro de téléphone, elle va l'appeler et elle va aussi confronter son père, devant sa mère d'ailleurs. Il faut vraiment se rendre compte que la relation entre Alison et Marie-Josée est très très forte. La première personne à défendre Marie-Josée, c'est Alison. Et de cette dispute, finalement, qui va être assez violente pour cette famille, Francisco Benítez va décider par la suite de quitter le domicile familial et d'habiter à la caserne Joffre. Et puis, il va continuer, vous l'expliquez aussi dans vos enquêtes, qu'il continuera bien sûr ses infidélités, notamment à la Jonquera en Espagne. Merci beaucoup, Pauline. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous avez mené une enquête sur Francisco Benítez. Elle est disparue de Perpignan à l'époque pour le magazine Paris Match où vous étiez, vous l'avez dit tout à l'heure, toute jeune journaliste. On se retrouve, Pauline Lallemand, dans le dernier épisode consacré à cette affaire. Merci. Retour au mois d'août 2013. Les policiers épluchent les fadettes du suspect. Juste avant sa mort, à 4h du matin, il a passé un appel vers l'Espagne, le dernier. Les enquêteurs composent le numéro. Une femme répond. Elle s'appelle Maria Teresa. Elle a 39 ans. Oui, elle connaissait bien l'adjudant-chef Benítez. Elle était sa maîtresse. Et elle a des choses à révéler aux enquêteurs. Maria Teresa travaille au consulat français à Barcelone comme vigile. Régulièrement,
elle dirige des candidats à la Légion vers le bureau de Perpignan, le centre d'information et de recrutement des forces armées. C'est ainsi qu'elle a commencé à échanger avec Francisco dans le cadre du travail. Un jour, il a débarqué devant sa guérite et lui a proposé d'aller prendre un café. La jeune femme s'est laissée tenter. Un café, puis 2, 3. Le séducteur espagnol a fini par obtenir les faveurs de Maria Teresa, mariée et mère de 2 enfants. La jolie blonde aux longs cheveux lui a ouvert les portes de son appartement dans la banlieue de Barcelone pour des après-midi torrides. En juillet 2013, il propose à Maria Teresa de venir passer quelques jours chez lui, à Perpignan. Sa femme et sa fille sont partis pour un long week-end, lui dit-il. Ils ont 3 jours, rien que pour eux. Maria Teresa accepte l'invitation, mais dans l'appartement de son amant, quelque chose la dérange. Elle est parfois prise de haut le cœur. Une odeur nauséabonde se dégage de toutes les pièces. Le 19 juillet, au soir, Benitez lui fait une surprise, un dîner en amoureux au restaurant Les Pilotis à Leucate. Le lendemain, le couple illégitime se prélasse sur des transats de la plage privée du Baobab sans chercher à se cacher. Benitez semble détendu. À peine se plaint-il de ne pas avoir eu de bisous de sa fille avant qu'elle ne parte quelques jours à Toulouse avec sa mère. Le dimanche, il raccompagne sa maîtresse à Barcelone. Lundi, sa femme et sa fille sont censés revenir. Le problème, c'est que l'histoire que raconte Paco à Maria Teresa n'est pas du tout la même que celle narrée aux policiers, à qui il avait assuré que Marie-Josée et Alison étaient partis s'installer à Toulouse pour démarrer une nouvelle vie. Les mensonges s'accumulent. Avant de se donner la mort, Francisco appelle son frère en Espagne. Il le supplie d'éloigner ses parents de la télé dans les prochains jours. Dans le pays, le fait divers fait aussi la une des journaux. Puis, il envoie des messages à ses maîtresses, celles d'un soir, les régulières. Il demande pardon, prévient qu'il n'a rien fait. Maria Teresa est en vacances à plus de 1000 km avec sa famille. Elle est la dernière personne que Paco appelle. Elle pressent le drame et le supplie de ne pas faire de bêtises. En signe d'adieu, son amant lui envoie une photo de lui torse nu et ajoute « Je ne ferai rien. Calme-toi, mon amour. On va raccrocher et je te rappelle demain. Je te le promets. » Mais il est trop tard. Francisco a pris sa décision. Quelques minutes après, il se passe la corde au cou. À la caserne, le code d'honneur des légionnaires a volé en éclats. Fin août, un ancien collègue de Francisco Benitez raconte aux enquêteurs l'avoir croisé le lendemain de la disparition des 2 femmes, soit le 15 juillet. Il portait des draps de la caserne couverts de sang. Francisco lui a expliqué que son congélateur étant tombé en panne, son garage aurait été inondé de sang de gibier décongelé. Il a épongé avec ce qu'il a trouvé des vieux draps de la caserne. Puis le collègue a vu Benitez faire tourner à plein régime la machine à laver de son logement de fonction. Le 17 juillet, Francisco rapporte son congélateur à la caserne, aidé par un collègue. Il ne fonctionne plus très bien, dit-il. Alors, il en fait don aux militaires. Le collègue a bien remarqué les traces de sang à l'intérieur. Francisco donne toujours la même explication. L'appareil tombé en panne, le gibier décongelé et le sang partout. Benitez passe des heures à laver ce congélateur avant de le laisser à la disposition de ses camarades. Le 26 août, perquisition à la caserne Joffre. Les enquêteurs saisissent le congélateur et le lave-linge. Des prélèvements sont effectués puis envoyés pour analyse dans un laboratoire de Marseille. Des traces de sang avec l'ADN d'Alison sont retrouvées sur le ventilateur du congélateur et sur les joints de la machine à laver. Les derniers doutes sont levés. La jeune coiffeuse a été tuée. Le scénario macabre envisagé par les policiers est celui-ci. Alison a été abattue chez elle par son propre père le 14 juillet. Elle a énormément saigné. Dans les jours qui ont suivi, Francisco Benitez découpe son corps en morceaux qu'il enveloppe dans des draps et place au congélateur tels de vulgaires morceaux de gibier. Le mobile est simple. Francisco aurait tué la personne qu'il aimait le plus au monde
car elle l'aurait démasqué. Lui, le père aimant et attentionné, était aussi un homme à femme, à l'appétit sexuel démesuré, un infidèle maladif, narcissique, colérique et égocentrique. En décembre, Alison lisait le nom de Dolores sur le portable de son père. En juillet, celui de Maria Teresa. Ont-ils eu une explication dans la voiture de Francisco, ce fameux 14 juillet, vers 14h30 ? En sont-ils venus aux mains ensuite ? Et Marie-Josée, quand a-t-elle été tuée ? Avant ou après sa fille ? Les relevés bancaires du légionnaire confortent la thèse du double meurtre. Il a acheté une grosse quantité de détergent, 8 litres, puis a nettoyé son appartement, sa terrasse et son garage de fond en comble. Il a également acheté de la corde et des bâches suffisamment solides pour transporter des corps dans de très bonnes conditions. Jeudi 29 août, une nouvelle découverte vient renforcer l'hypothèse des policiers. Le père de famille aurait changé de voiture après la disparition de sa fille et de sa femme. Francisco Benitez roulait habituellement dans une petite voiture blanche, mais après le 14 juillet, il est aperçu par des voisins à bord d'une berline familiale noire. La journaliste Pauline Lallemand de Paris Match dit aussi être montée dans une voiture noire. Le véhicule, stationné sur le parking de la Légion étrangère à Perpignan, est saisi par la police. Fini l'enquête pour disparition inquiétante. Le 3 septembre 2013, le procureur ouvre une information judiciaire contre X pour assassinat à Perpignan. Les enquêteurs n'ont qu'une obsession, retrouver les corps des 2 femmes disparues. Alors, ils étudient minutieusement les déplacements de Benitez. L'analyse de son GPS démontre que le légionnaire a beaucoup roulé pendant les 2 semaines qui ont suivi les disparitions. Plus de 5000 kilomètres. La géolocalisation du téléphone portable de Benitez amène à une zone précise, une station d'épuration située dans une pinède de Port-le-Cat à une 30aine de kilomètres de Perpignan. Le légionnaire s'y est rendu à plusieurs reprises en pleine nuit. Est-ce ici qu'il a enterré les corps ? La pinède, la station d'épuration, un canal, l'étang et d'autres points d'eau non loin de là sont minutieusement explorés. Mais à Port-le-Cat et ses alentours, les recherches entamées le 10 septembre ne donnent rien. Aucun corps n'est retrouvé. Les semaines passent et l'enquête n'avance plus. Sans nouveaux témoignages, l'affaire des disparus de Perpignan reste une énigme. Pourtant, les enquêteurs du SRPJ de Perpignan continuent de chercher et font d'innombrables vérifications. Ils ont l'intime conviction que Benitez a tué Simone, Marie-Josée et Alison. Et qui sait, peut-être d'autres femmes. Les psychocriminologues tentent d'établir le portrait psychologique de Francisco Benitez. Selon eux, il s'agit d'un dominateur extrême, un personnage au sang chaud, mais aussi un séducteur invétéré, fortement soupçonné d'être un serial killer de femmes. Justement, en cette fin de mois d'août 2013, un détective privé appelle les policiers chargés de l'enquête des disparus de Perpignan et signale qu'il a enquêté sur la mort d'une autre jeune femme, Sandra Martin. Sandra Martin, 21 ans, mère de 2 enfants, a disparu une nuit de janvier 99. Elle a quitté son domicile de Tarascon-sur-Ariège vers 22h à la suite d'une dispute avec son mari, lui annonçant qu'elle allait dormir à l'hôtel. Elle n'est jamais revenue. 2 mois plus tard, son corps était découvert par un pêcheur dans une retenue d'eau du barrage de Mercus-Garabé, à quelques kilomètres de Tarascon. Patrice, le mari de la victime, a été d'abord soupçonné, puis blanchi. C'est d'ailleurs lui qui a embauché des enquêteurs privés. Coïncidence étrange, à l'époque des faits, Benitez était en poste à Castelnaudary, dans l'Aude, à une centaine de kilomètres de Tarascon-sur-Ariège, où demeurait la jeune femme. Sandra Martin était une amie proche de Simone de Oliveira, toutes 2 brésiliennes. Mais faute d'éléments, le dossier criminel Sandra Martin s'est refermé en 2007 sur un non-lieu. « 3 ans se sont écoulés depuis la disparition d'Alison et de sa mère.
Les affiches placardées avec leurs beaux visages ont depuis longtemps été recouvertes par d'autres, annonçant des concerts, festivals et autres élections locales de la ville. De nouveaux faits divers ont fait la une des journaux. Éric, le frère de Marie-Josée, Edwige, sa sœur, et Janine, sa mère, n'ont jamais perdu espoir de retrouver les corps de leurs chers disparus. Quoi de plus dur que de rien savoir? Quoi de plus terrible que de ne même pas avoir une tombe à fleurir? Alors, Éric a mené sa propre enquête, multiplié les appels à témoins sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce nouveau rebondissement. Hiver 2016. Une femme se promène avec son chien sur une plage entre Leucate et Barcarès. Soudain, son animal s'échappe dans les dunes. Il aboie fort, puis marque un arrêt. Il renifle, gratte et déterre des sacs plastiques desquels dépassent des cheveux. La jeune femme se rapproche, ouvre les sacs et découvre des ossements. Une vision d'horreur. Elle fait demi-tour et tente d'oublier ce qu'elle a vu. « 14 juillet 2016. Comme chaque année depuis la disparition d'Alison et de sa mère, les chaînes régionales consacrent un sujet à cette affaire. La promeneuse au chien fait le rapprochement. Et si... Alors elle contacte Éric sans difficulté. Il est très présent sur Facebook. Elle lui fait part de sa découverte et l'espoir renaît. Le frère de Marie-Josée se rend sur place. Après plusieurs heures de recherche dans le sable, il déterre les sacs plastiques remplis d'ossements. En croisant les positions GPS indiquées par cette femme et les informations du dossier judiciaire, on tombe exactement à un endroit depuis lequel le téléphone de Benitez a émis des appels dans les jours suivant la disparition des deux femmes. Sans attendre une commission rogatoire, Éric récupère lui-même les sacs en plastique, il demande à des médecins généralistes de les analyser et ces derniers penchent pour un avant-bras. Éric décide alors de remettre les sacs aux enquêteurs et retient son souffle. L'affaire des disparus de Perpignan relancée après la découverte d'ossements humains sur une plage de Barcarès dans les Pyrénées-Orientales. Ici, au Barcarès, où de nouvelles recherches devraient être entreprises incessamment sous peu, 3 jours après la découverte d'ossements. Peut-être un rebondissement dans l'une des disparitions inexpliquées de ces dernières années. Une découverte d'ossements dans la région de Barcarès relance l'affaire Benitez. Fin septembre 2016. La plage du Barcarès est le théâtre d'un spectacle gênant. Vu du ciel, ça donnerait ça. Une masse de curieux derrière un cordon de sécurité tendant le cou en direction d'un trou béant de 2 mètres. Des enquêteurs creusant dans le sable. Et des journalistes filmant la scène. Tout le monde s'enflamme. L'affaire refait les choux gras de la presse. Et puis, quelques jours après, fin du suspense. Les analyses reviennent. Il s'agit d'ossements d'animaux. Francisco Benitez est donc parti avec ses secrets. Les restes des corps de sa femme et sa fille seront-ils un jour retrouvés? Difficile de le savoir. Pauline Lallemand, vous êtes toujours avec moi, je vous remercie. Vous êtes l'auteur d'une enquête très approfondie sur cette affaire, à l'époque publiée pour Paris Match. Alors, quelles sont aujourd'hui les chances, d'après vous, de retrouver les corps de Marie-Josée et d'Alison? Alors, on est plus de 10 ans après leur disparition. Il y a quand même très peu de chances de retrouver aujourd'hui les corps. Il faudrait que lors d'une promenade ou quelque chose, pourquoi pas retrouver un élément. Les parties civiles l'espèrent toujours. Ouais, il y a encore des recherches qui sont menées? Le dossier est toujours en cours d'instruction. Oui. Il y a toujours des éléments relancés régulièrement par les avocats. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouvel élément récemment sur cette affaire. En tout cas, il y a toujours un magistrat. Oui, toujours. Voilà. Êtes-vous toujours en relation, vous, avec la famille d'Alison et de Marie-Josée? Que pense-t-il justement de tout ça, 10 ans après les faits? 10 ans après les faits, ils espèrent toujours. Ils espèrent qu'à un moment donné, il y aura une découverte ou même, pourquoi pas, un complice, quelqu'un ou une confidente qui pourrait avoir des éléments, peut-être des remords ou des regrets par rapport à toute cette affaire et qui pourrait donner juste un petit élément pour pouvoir relancer la machine. Mmh.
Et puis, il y a la famille de Simone, bien sûr, qui a tenté de relancer également l'affaire. Où en sont-ils? Vous les avez rencontrés également? Vous êtes toujours en contact avec eux? Oui, ils sont toujours très impliqués avec leur avocat. Ils espèrent toujours. Ils ont demandé au pôle de Nanterre, le pôle de cold case. Ils ont demandé au pôle de cold case de Nanterre de récupérer leur dossier. Pour eux, c'est quelque chose d'important de pouvoir faire vivre ce dossier, ne pas oublier. Simone de Oliveira Alves, c'était en 2004, donc il y a presque 20 ans. Mais aujourd'hui, il y a encore des dossiers qui sont ressortis 30 ans après et qui sont résolus. Donc pourquoi pas, et ils s'y accrochent. Francisco Benitez est mort, il n'est donc pas coupable d'aucun des meurtres dont on le soupçonne. Et justement, comment les proches des victimes vivent-ils cela et les enquêteurs? Ça, c'est quand même une question qu'on se pose quand on a la tête dedans jour et nuit, quand on a perdu un proche et qu'il n'y a pas de réponse, que l'auteur présumé n'est plus là. Comment on vit ça avec l'absence, avec la non-réponse? Il y a eu plusieurs étapes dans leur cheminement, parce que d'abord, accepter que le suspect numéro 1 soit Francisco Benitez, une personne qu'ils adoraient, pour qui ils avaient une estime très importante, ça a été très douloureux. Ensuite, faire un deuil sans corps, c'est quelque chose d'inacceptable. Et donc voilà, donc aujourd'hui, ils sont encore dans cet espoir d'avoir des réponses, mais ça reste... une plaie ouverte? Complètement. Merci beaucoup, Pauline Lallemand, d'avoir été mon invitée. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une grande enquête sur cette affaire et que vous allez bientôt publier un livre aux éditions Flammarion sur toute cette enquête autour de la disparition d'Alison et Marie-Josée et sur l'affaire Francisco Benitez. Merci, Pauline. Merci. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cette histoire. Je précise que cette affaire est relatée dans mon livre Homicide, en vente chez vos libraires, sur la Fnac.fr ou Amazon. Si vous souhaitez en savoir plus, vous y trouverez d'autres éléments. À la réalisation sonore de cette saison, Amaury Breton. Et à la coordination de la production, Laura Barbaret. N'hésitez pas à liker cette histoire sur vos applis de podcast, nous mettre des commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire.